Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et voilà, nous sommes en direct. Bienvenue sur Trouver sa voie. Salut Quentin. Bonjour Quentin Maric. Salut Alban, Bon, super, j'espère que tu as la forme. en pleine forme. Bon, top. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoindront sur cet épisode, que ce soit en live tout de suite ou en replay après, comme d'hab sur les plateformes d'écoute. Je suis super content je suis très heureux d'avoir Quentin aujourd'hui au micro avec nous. On va parler de comment développer une dynamique entrepreneuriale. En fait, comment est-ce qu'on peut essayer de dépasser nos croyances quand on ne se sent pas entrepreneur à la base, quand on ne s'est pas dit dès la naissance, bah, moi je sais que je vais créer ma boîte, mais pourtant on peut avoir des enjeux pour le faire. Et on va y revenir bien sûr. On va essayer d'être synthétique et efficace. Petite intro sur le podcast pour vous partager des nouvelles. Si vous écoutez, première chose, c'est que si vous écoutez sur YouTube, sur peut-être Twitch ou sur LinkedIn en direct, bah, il faut savoir que vous loupez plus ou moins les 2/3 des épisodes qui existent. Parce que, il y a déjà tout l'historique qui n'est pas présent dessus, ce qui s'est fait les 4 dernières années. Et puis, il y a aussi tous les épisodes que j'enregistre directement depuis chez moi et qui sont pas en direct et qui sont mis sur les plateformes d'écoute de podcast. Donc, je voulais juste faire un petit rappel que si tu écoutes Trouver sa voie en direct, eh bien, tu vas peut-être passer à côté de certaines choses et donc, je te propose tout simplement soit de t'abonner à la newsletter qui est en commentaire en dessous, soit d'aller sur les plateformes de podcast parce que là, tu es sûr d'avoir tous les épisodes, notamment les tutos que j'ai rajoutés aux interviews hebdomadaires. Et les tutos, c'est quoi? Bah, c'est des petits conseils de 5-10 minutes chaque semaine. Donc, ça fera 2 épisodes par semaine. Et ceux-là, ils seront pas en direct. Donc, ils seront ni sur YouTube, ni sur Twitch, ni sur LinkedIn. Voilà. En tout cas, merci. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Je crois que vous êtes 5-6 000 en ce moment à suivre ce média. C'est super. N'hésitez pas à continuer à donner du feedback. Ça fait toujours plaisir. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu aujourd'hui qu'on puisse parler avec Quentin de cet enjeu de devenir entrepreneur quand on ne l'est pas forcément à la base ou de cultiver cette dynamique entrepreneuriale? Eh bien, moi, je me suis rendu compte qu'on peut être amené à entreprendre un peu malgré soi. C'est un peu mon vécu. Alors, ça peut être une envie, une forte envie de faire quelque chose, mais on n'ose pas se lancer. OK, ça, je pense que c'est un peu le truc de base. Mais après aussi, pour des raisons de lifestyle, on peut ne pas avoir le choix. C'est-à-dire, je veux travailler d'où je veux et avoir un revenu conséquent ou en tout cas avoir un revenu déplafonné. Et donc, le salariat ne le permet pas toujours, même les boîtes en full remote. Un autre cas de figure, c'est si on a besoin de vraiment augmenter ses revenus de façon significative, puisqu'on a un projet d'investissement, on veut préparer sa retraite, quoi que ce soit. On se dit, voilà, aujourd'hui dans ma boîte, je bosse au max, je suis au max de mes primes, mais je peux pas aller générer 10 000 euros de plus, quoi. Et donc, comment on fait pour gagner de l'argent quand on est salarié, pour gagner plus de sous? Parfois, il n'y a pas le choix. Il faut bien, d'une manière ou d'une autre, passer par une forme d'entrepreneuriat. Ça peut aussi être tout simplement parce qu'on a un side project qui peut devenir un side business. Et donc, du coup, on va bien être obligé de créer son auto-entreprise ou sa société et de la gérer, alors qu'à la base, on a plutôt une approche de salariat. Et puis, dernier cas de figure, et moi, c'est le mien, et donc je le partage aujourd'hui, c'est quand tu veux traiter d'un sujet qui n'existe pas en tant que vrai boulot. Et du coup, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de, il y a pas de fiche de poste pour ça. Par exemple, moi, ce qui me passionne, c'est comment est-ce que notre enfance prédestine notre carrière. Comment est-ce que tout ce qu'on a engrammé quand on était enfant dans notre éducation, ça pèse ensuite sur notre vie d'adulte, positivement ou négativement, et comment est-ce que notre enfance et notre psychologie d'enfant vient peser toute notre vie sur notre gestion de carrière. Ça me passionne, mais il n'y a aucun boulot qui me permettrait d'être payé aucun boulot salarié qui me permettrait d'être payé à faire ça. Et donc, j'ai pas d'autre choix que de faire les choses moi-même et d'avoir ma propre boîte de bilan de compétences, etc., etc. Donc, pour toutes ces raisons, il est possible un jour dans ta carrière, dans notre carrière, de ne pas avoir le choix que de devenir entrepreneur, parfois même malgré nous. Et c'est pour ça que j'étais très heureux quand j'ai rencontré Quentin. On s'est rencontrés dans un monastère. Si tu suis le podcast, tu te souviendras peut-être d'un épisode sur la prière. Eh bien,
Quentin, on s'est rencontrés par hasard et quand il m'a dit ce qu'il faisait, il m'a dit, bah, en fait, moi, c'est simple. Déjà, j'ai fondé plusieurs boîtes, j'ai toujours entrepris. Et puis, j'ai fini par créer The Makers Factory. Donc, c'est quoi? C'est un écosystème, c'est le premier écosystème français qui va servir à diplômer, accompagner, financer et fédérer des entrepreneurs qui se lancent. Et Quentin, il m'a dit, bah, tu vois, moi, j'ai dû apprendre, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Donc, après cette introduction très longue et pas très polie, parce que je t'ai pas encore passé le micro, Quentin, alors que c'est toi l'invité du jour, je suis très heureux de t'accueillir et je te propose peut-être tout simplement de te présenter, nous partager ton histoire, ton parcours et ce que tu fais avec The Makers Factory aujourd'hui. Waouh, quelle intro. Bah, elle était longue, mais elle était dense, elle était complète, donc j'ai la pression, génial. Merci beaucoup, Alban, pour l'invitation. Merci à tous ceux qui vont nous écouter. J'espère que ça va vous intéresser, vous donner une dynamique d'entrepreneur. Donc, c'est la thématique du jour. Donc, moi, je m'appelle Quentin Maric. J'ai 28 ans. Je suis un pur produit de Paris. J'y suis né, j'y ai grandi. Mais je pense que comme, la majorité des Parisiens, je suis originaire de Bretagne. Donc, donc il y a une grosse diaspora bretonne à Paris, hein, notamment dans le quartier du Montparnasse, etc. Et donc j'ai eu la chance d'avoir cette double culture et parisienne et bretonne. Et quand je dis bretonne, c'est vraiment bretonne, la vraie Bretagne, la dure, notamment sur l'île de Ouessant, qui est le point le plus à l'ouest de la France. On peut pas faire plus à Ouais, l'ouest. c'est le Faut bout du faire, bout, ça. c'est le bout du bout, c'est le bout du Finistère. Finistère qui veut dire le bout de la terre. Donc c'est vraiment le bout du bout. On peut pas faire plus. C'est une île, voilà, il faut faire 2 heures et demie de bateau pour y aller. Faut mériter d'arriver à Ouessant, mais une fois qu'on y est, c'est incroyable, ça dépayse, ça nourrit de plein de manières différentes. Donc j'ai vraiment cette double culture et bretonne et parisienne qui, du coup, bah, font de moi quelqu'un de sensible à la nature, mais aussi très urbain. Voilà, c'est ce qui me définit grandement aujourd'hui. Pour faire un petit récap du coup sur la petite intro que tu m'as fait, Alban. En effet, moi j'ai monté plusieurs boîtes. La première quand j'avais 18 ans, je suis parti vivre au Brésil. Je pense qu'on pourra en reparler peut-être après. J'en ai créé 3 autres et aujourd'hui du coup je suis à la tête depuis 2 ans et demi maintenant de la Makers Factory, qui est un écosystème qui a pour mission de d'accompagner les entrepreneurs du point A jusqu'au point B, donc d'étudiants jusqu'à un vrai entrepreneur si je puis dire. Et ça passe par plein de formations, plein de compétences, plein de skills qu'on leur met à disposition pour qu'ils puissent entreprendre sereinement et pérennement surtout. Voilà. Merci. Excellent. T'es dans quelle école, toi? Ceux qui ont toujours su ou ceux qui ont dû apprendre? Ou un mix des deux? Bah écoute, je pense qu'il n'y a pas pour reprendre un peu la tirade de Édouard Baird dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses à cette question-là. Je pense vraiment que personne ne naît entrepreneur parce qu'on n'est pas destiné à devenir entrepreneur. Il y a pas on n'a pas un sang entrepreneur. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui a entrepris des choses, des petites choses, des petits projets, capitaine d'équipe de foot, organisateur de voyage, délégué de classe. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui, en fait, aujourd'hui me permettent à 28 ans de dire que j'ai toujours été dans une dynamique entrepreneuriale. J'ai jamais été vraiment un entrepreneur, si ce n'est sur le tard où je me suis rendu compte que j'avais des compétences que j'avais développées tout au long de ma vie qui servent à créer des boîtes, mais je suis plus un quelqu'un d'entreprenant qui a mis ce côté entreprenant au service de l'entrepreneuriat et à la création de boîtes. Mais mais voilà, en tout cas c'est comme ça que je me définis en tant qu'entrepreneur. Ouais, mais c'est super intéressant parce que on a vite tendance en effet à faire des cases et j'en ai fait une belle là en intro, enfin deux belles, mais c'est vrai, tu vois, on va se dire bah, je suis entrepreneur, je suis hypersensible, je suis ça, et en fait ça devient presque une identité et ça, je pense que ça nous met énormément de freins. Et donc j'aime bien ton approche de dire que c'est plutôt une dynamique et des compétences et une Ouais, histoire complètement. aussi. Et alors on est un peu timé parce qu'on va essayer de respecter les 45 minutes, Ouais, ok. mais je pense qu'on peut pas ne pas revenir sur toi, comment tu t'es retrouvé à créer ton premier truc. En plus, ton premier truc, c'était pas n'importe quoi. Ouais, ouais. Comment ça a démarré pour toi? Bon, quelque part, là, ce que je vais te raconter, c'est un peu aussi le cliché qu'on peut entendre de l'entrepreneur. C'est-à-dire que moi, à l'école, ça a été un petit peu compliqué. Pas que j'étais nul, mais juste je comprenais pas trop l'intérêt de ce qu'on m'apprenait. Donc, en fait, j'arrivais pas à convertir le théorique en pratique, ce qui est en fait le fondement de l'entrepreneuriat. Et à l'école, moi, j'avais pas ça. Donc, en fait, j'étais très mauvais à l'école, mais j'ai toujours travaillé beaucoup pour être mauvais, ce qui est paradoxal. Mais au moins, ça me permettait de passer de classe en classe en disant à mes professeurs, bon, bah, oui, c'est pas le meilleur de la classe, mais on reconnaît sa force de travail et sa détermination, donc on lui permet de passer de classe en classe.
Donc ça, c'est vraiment le fondement de ma scolarité. Et comme ça a été un petit peu compliqué pour moi, avec mes parents, on a fait un pacte assez tôt. On a dit, ça va être compliqué. Je vous dis, je les ai prévenus, ça va être compliqué, mais je vais mettre tout en œuvre pour arriver jusqu'au bac. Et au bac, après, vous me laissez un peu tranquille et je fais ma vie. Donc en fait, très rapidement, j'ai fait ce qu'on doit faire dans l'entrepreneuriat. Je me suis engagé auprès de mes parents. Je leur ai dit, j'ai dit, vous inquiétez pas, ça va être compliqué, vous allez être convoqués, on va devoir de temps en temps changer de collège, lycée ou autre. Je les ai prévenus, mais en fait, j'ai Ok. respecté mon engagement et après, enfin, tant bien que mal, j'ai eu mon bac, ES général, ma petite fierté. Et à partir de là, bah, j'ai respecté mon engagement, ils ont respecté le leur. Et moi, ce que je voulais depuis tout petit, c'était partir vivre au Brésil, où j'avais une partie de ma famille que je connaissais un petit peu, mais pas trop. Moi, le Brésil, c'est toujours un pays qui m'a attiré. Je suis un grand sportif, un fan de foot, les plages, tout ça. Moi, c'est mon paradis. Et donc, du coup, bah, j'ai respecté mon engagement aussi personnel. Je me suis envolé pour le Brésil à la rencontre de ce pays, de ma famille que je connaissais pas trop. Et un peu par le fruit du hasard, mon oncle est chef de cuisine expatrié là-bas depuis 20 ans. Et quand je suis arrivé, il avait pas d'activité. Et on a fait une petite étude de marché à la brésilienne, c'est-à-dire on s'est baladé sur la plage pour voir ce qui existait pas. Et on s'est rendu compte que bah, nous, en tant que Bretons, on pouvait pas laisser la belle plage de Copacabana, d'Ipanema ou autre sans crêperie bretonne. Il y en avait pas. Et bah, du coup, on a décidé de les créer. Donc, ça s'appelait Crêpes Nouveau. Et, euh, et voilà, de jeunes diplômés bacheliers, je me suis retrouvé à co-créer avec mon oncle une crêperie bretonne qui s'est dupliquée en service de traiteur à domicile. Et on a eu plusieurs points de vente en un an. Voilà. Excellent. Bon, comme c'est pas un podcast sur l'entrepreneuriat à Bien proprement sûr, parler, bah, bien sûr. ça me passionnerait d'avoir tous les détails de comment tu as créé le truc, comment ça s'est développé, Mhm. qu'est-ce que vous avez rencontré comme galère, comment ça Ouais. s'est fini. Mais on est un peu obligé de faire avance rapide sur la suite parce que notre sujet, ça va vraiment être pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, bah, est-ce que moi, au fond, je pourrais aussi être amené un jour ou l'autre à faire ma propre activité. Et donc, allons directement à la suite, même si c'est frustrant. Mais qu'est-ce qui s'est passé après, dans les En grandes fait, lignes? je t'ai tendu la perche, Alban, pour que tu me réinvites, hein, tu l'as bien compris. C'est clair. Dans les grandes lignes, en fait, pour revenir à l'essence même de notre thématique du jour, sur cette expérience-là, ce qui est intéressant, c'est de voir que même avant du coup de créer ma première boîte, j'étais déjà dans cette dynamique-là. Donc en fait, je me suis engagé, j'ai respecté mes engagements, j'ai pas procrastiné, je suis parti. Le fait de partir, bon, bah, à un moment, j'ai vu une opportunité, je l'ai saisie. Je devais voyager à travers le pays, j'ai pas voyagé, j'ai juste fait des événements, des crêperies, j'ai appris à tourner les crêpes toute la journée. Et donc j'ai vraiment été dans cette dynamique-là. Et en fait, dans ce pacte que j'avais fait avec mes parents, au bout d'un an, je devais revenir en France pour faire des études. Et en fait, donc c'était compliqué pour moi de quitter le Brésil et cette activité qui fonctionnait bien, mais j'ai aussi respecté mon engagement envers eux. Donc je suis rentré en France, la société a continué de tourner avec mon oncle, etc. J'ai fait des études. Ça a été de nouveau un petit peu compliqué pour moi parce que bah quand tu viens d'une expérience entrepreneuriale et que tu reviens pour faire des études et qu'on te dit bah voilà les affaires ça se passe comme ça et que toi tu sais exactement comment ça se passe, c'est un petit peu frustrant. Mais j'ai respecté mon engagement. Et je suis allé jusqu'à un master 2 du coup en entrepreneuriat. Et là, j'ai fait ce qui m'avait aligné pour la seule fois dans ma vie, c'est-à-dire recréer une boîte. J'ai créé une deuxième entreprise pendant cette année d'études que j'ai développée pendant un an et demi après. Donc ça, c'était une société dans la parasanté qui a connu un développement classique d'une startup. Donc on a été incubé, on a essayé de lever des fonds, ça n'a pas marché. Donc voilà, un premier, ce que j'appelle échec, même si dans l'échec, bah, il y a plein de choses positives à en tirer. J'ai rebondi sur une autre boîte dans l'informatique avec deux amis. Et aujourd'hui, voilà, je suis à la tête de la Makers Factory. Donc tout ça pour mettre en lumière la Excellent. dynamique de continuer à entreprendre. Et on va aller dans le détail évidemment parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est en plein dans le sujet de ce qu'on veut traiter. J'aime bien ce que tu dis, un élément, je ne sais pas si ce sera parlant pour ceux qui nous écoutent, mais ça l'est pour moi en tout cas, c'est que tu Mhm. avais des contraintes. C'est-à-dire que toi, tes contraintes, c'était les études, le bac, puis un diplôme. Euh, Exactement. Pardon. Attends, j'ai un petit problème de voix. Alors, ah, ça va mieux. Euh, et en fait, je crois que quand on est dans notre vie, notamment potentiellement une vie de salarié, euh, eh bien, on a des contraintes financières, temporelles. On doit aller bosser, on a parfois une famille à gérer. Et Mhm. donc j'aime bien cette approche-là que il y a un engagement que tu prends, mais cet engagement comporte sa dose de contraintes auxquelles tu t'es plié quand même, en fait, parce qu'elles sont là, quoi. Exactement. Ok. Et ça me parle assez. Alors, la Makers Factory, en deux mots, enfin, un peu plus,
à quoi ça ressemble aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Parce que t'es pas tout seul. Ouais. Ok, bah alors la Makers Factory, il faut savoir déjà que ça émane de ma dernière année d'études. Donc c'était en master d'entrepreneuriat à l'IA Augusta Eiffel de Créteil à Paris, enfin en banlieue parisienne. Et pendant cette année-là, j'étais président de l'association des anciens. Donc avec un peu de recul, encore une fois, tu vois que c'est encore cette dynamique-là d'entrepreneuriat, de vouloir créer des choses, fédérer. Et pendant cette année d'études, bah, je me suis rendu compte que les promotions d'avant ou autres, on avait vraiment de la valeur à faire valoir sur le marché du travail. Et donc, bah, je me suis rendu compte qu'on envoyait des gens en entreprise pour faire de la formation, pour accompagner des étudiants, pour accompagner des entrepreneurs. Et je me suis dit, bah, au lieu de faire ça chacun de notre côté, tentons de fédérer quelque chose de plus structuré et de plus concret, avec une valeur plus importante. Et donc, avec l'accord de la fac, de mon directeur de master, etc., etc., on a créé du coup cet écosystème-là qui émane de l'université, mais qui est autonome, indépendante, et qui du coup s'appelle la Makers Factory. Pardon. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce nom-là? C'est parce qu'en fait, nous, on est tous animés par la dynamique entrepreneuriale concrète. Donc, en fait, on est des makers, on fait au quotidien plein de choses. On n'est pas dans le star system entrepreneurial, startup nation ou autre. On est vraiment des opérationnels. C'est ça qui nous anime. Et donc, du coup, cet écosystème s'appelle la Makers Factory, dans lequel on a 4 activités. La première, c'est donc la Makers Academy. Donc là, on délivre des diplômes du bac+3 au bac+5 en entrepreneuriat. Donc en fait, on tente d'insuffler à nos étudiants une dynamique entrepreneuriale. C'est vraiment le cas fil rouge. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour en parler parce qu'en fait, c'est ma vie. C'est ce que j'essaye de faire transmettre à mes étudiants. Donc, sur un cycle d'études plus ou moins long, ils acquièrent les compétences pour potentiellement soit développer une boîte, soit être des salariés différents avec une dynamique entrepreneuriale, ce qui est très important pour moi. Parce que, comme je te l'avais dit, le salariat et l'entrepreneuriat, pour moi, ne s'opposent pas. C'est même des mondes qui peuvent euh, avoir un partage de valeurs très fort. Donc, en fait, ils viennent pour potentiellement développer une boîte, mais je sais très bien qu'ils vont pas tous le faire. Et donc, du coup, ben, on leur donne des cartes pour être des salariés différents, ce qui est très important pour nous. Donc ça, c'est Et notre première attends, activité. Ouais. j'attrape la balle au vol. Qu'est-ce qui change du coup entre la personne qui démarre, tu vois, et qui démarre la Makers Academy Ouais. et qui se disait j'ai peut-être créé un truc et puis qui au final se dit ok en fait je suis pas si mal dans ma trajectoire de boulot actuel. Ouais. Euh, qu'est-ce qui change entre deux? L'avant après il Alors, repose sur quoi? ouais, bah primo. Donc généralement ceux qui prennent contact avec nous l'écosystème de la Makers, ils sont tous intéressés par la dynamique entrepreneuriale. Donc soit ils sont vraiment dans une dynamique de vouloir créer une boîte et ils sont au bon endroit, soit ils se rendent compte que ils comprennent que la dynamique entrepreneuriale va leur permettre d'être des salariés différents, qui vont pouvoir être flexibles, qui vont pouvoir s'adapter au changement du monde du travail, qui ont aussi conscience qu'ils vont pas faire un seul métier toute leur vie et qui donc du coup doivent être agiles, ce qu'on appelle ça agile dans l'entrepreneuriat, et donc ils vont pouvoir saisir les différentes opportunités qui vont s'offrir à eux grâce à des compétences salariales et une mentale entrepreneuriale. C'est vraiment ça ce qui nous distingue d'écoles classiques ou d'autres écosystèmes, c'est que on prêche pour notre paroisse avec l'entrepreneuriat, mais on met aussi et surtout en avant la dynamique entrepreneuriale qui va permettre d'être flexible. Ça, c'est vraiment notre credo. Ok. Et qui va reposer dans les grandes lignes sur quoi? De la capacité à se mettre en réseau. Complètement. Ouais. Alors déjà, il faut savoir que l'académie est en lien avec notre deuxième activité qui est donc le Maker Studio. Nous, on a des partenariats avec des grandes entreprises comme Renault, EDF, Orange, AXA. Et en fait, ces entreprises-là nous confient des projets de création d'entreprise que nous, on confie aux étudiants. Donc en fait, dès leur première année d'études, ils sont dans le concret. Ils travaillent sur des cas d'usage de grands groupes. Ça leur permet de développer un réseau, de rencontrer des directeurs innovation, d'avoir cours dans les labs d'innovation, etc. Donc en fait, ils voient des choses que d'autres étudiants ne voient pas ou d'autres salariés n'auront pas l'occasion de voir. Donc, ça leur donne une dimension pratico-pratique très, très forte sur laquelle nous, on appuie vraiment très fort. Et donc, en M1, en Bac+3, ils sont déjà à même de gérer des projets. Tu vois, ça fait d'eux des business développeurs en Bac+3 ou en M1, ce qui n'existe pas trop dans l'univers de l'école en France. Et c'est ce côté pratique qui nous est de notre ADN qu'on met au service des étudiants. Et en fait, ils s'y retrouvent parce que eux, ils comprennent la, la conversion du théorique en pratique dès le début. Donc ça, pour nous, c'est vraiment le point le plus important. Et c'est grâce à nos partenariats avec les grands groupes qui nous font confiance et nous, on fait confiance aux étudiants. Donc c'est vraiment un cercle vertueux où tout le monde apporte de la valeur à tout le monde. Ouais, et puis ce que j'entends un peu en filigrane, c'est qu'il y a une culture aussi qui se dégage de tout ça. Tu vois, moi, ça me rappelle une expérience perso. Moi, j'ai Ouais. démarré ma carrière chez Danone et en fait, c'était super, super package, super équipe et tout. Mais j'avais le sentiment d'être à risque
je pouvais pas m'empêcher de me dire, en fait, si je me fais virer un jour, et j'étais sûr que ça allait arriver un jour ou l'autre. Je sais pas trop pourquoi, mais je me disais, voilà, avant les C'est 50. arrivé ou pas? Non, c'est vrai que je suis Ah, parti. ok. Mais je te dis ça parce que je vivais avec cette épée de Damoclès de dire, en fait, bah déjà le groupe il peut aller plus ou moins bien. D'ailleurs après il s'est un peu dégradé. Moi je suis pas sûr d'être si bon que ça dans ce que je fais. Et puis je vais devenir senior au bout d'un moment. Et je pense que autrefois on était senior à 60 ans, maintenant c'est plutôt à 40. Et donc je me disais en fait le jour où je vais me retrouver à me faire dégager pour une bonne ou une mauvaise raison, je serai pas du tout affûté. Affûté dans le sens capable de rebondir. Et donc, Ouais. ma stratégie, ça a été de basculer côté startup, pas parce que ça m'intéressait, parce qu'au fond, ça m'intéresse pas du tout, mais juste pour me frotter à d'autres types de personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint une startup qui s'appelait Take It Easy. Cette boîte-là était que avec des gens qui avaient un mindset ultra entrepreneurial, ultra incubé, avec que des gens qui vont vite et qui bossent assez fort et qui sont très agiles, comme tu dis. Et ce qui s'est passé, c'est que la boîte a coulé 1 an après que j'arrive. On s'est fait virer du jour au lendemain. Et en fait, j'avais plus peur. Parce que personne n'avait peur, en fait. Excellent. Ouais, Dans très toutes bien. les équipes avec qui je bossais, personne n'avait peur. Et notamment parce que tout le monde a retrouvé du boulot rapidement derrière, parce que tu avais l'impression qu'il y avait un système beaucoup plus dynamique que ce que je Ouais, c'est connaissais avant dans génial. le corporate. Voilà. Bref, je ferme Bah, la tu vois. parenthèse. Mais Non, ouais. bah attends, je me permets d'ouvrir un crochet parce que c'est marrant que tu me parles de ça. On pourrait croire que c'est une main tendue vers moi, mais en fait, j'ai été coursier lié à Take It Easy. C'était bien coursier à vélo, c'est ça? Ouais, carrément. Bah voilà, bah oui, j'ai été en fait, Take It Easy, pour ceux qui connaissent pas, c'était le premier Uber Eats, c'est ça? Mais à vélo. Ouais, ouais. Et ça On a dit fait beaucoup, faillite Uber. au bout de 1 an et demi. Mais nous, à l'époque, les jeunes étudiants qui avaient pas trop de cash ou autre, c'était une opportunité de donne pour nous de pouvoir faire un peu d'argent. Et donc oui, j'ai été coursier à Take It Easy. Et en effet, la boîte a fermé assez rapidement et on s'est retrouvé avec des impayés énormes. Donc Bah on ouais, a dû énorme, c'est arriver ça. pour se faire payer. Donc c'est marrant que t'en parles. Voilà. Mais même Fin de ça, si tu veux, parenthèse. même ça, c'est bon. Je vais pas trop bouffer sur tout ce que tu vas nous apporter parce que l'enjeu, c'est que tu puisses nous partager tes conseils. Mais j'ai vraiment été surpris de me dire, c'est marrant, en 1 an de boulot, j'ai plus peur. Et Ouais. alors, je suis pas pour autant prêt à créer ma boîte, pas du tout. Mais par contre, j'ai plus peur. On se fait virer du jour au lendemain. On a des ardoises à gérer auprès de nos coursiers et c'est dur parce ils sont ultra vénères et Oui, ils veulent on notre était peau. énervés. On Bah était ouais. très énervés. Et en fait, tu dis, c'est pas forcément de notre faute à tout niveau. Et surtout, en fait, j'y peux rien y faire. Et c'est comme ça. Il y a plein de choses qui continuent. Et à mesure qu'il y a des portes qui se fermaient, enfin, plutôt, il y a une grosse porte qui s'est fermée du jour au lendemain. Il y en a 20 qui se sont ouverts en 2 semaines, quoi. Et ça, Mm. je connaissais pas cette façon d'avancer voilà, bref. Ouais, très bien. Bah oui, oui, c'est un de nos fondements, hein, c'est de dire, moi je dis aux étudiants, vous n'allez pas faire un métier toute votre vie. Donc en fait, il faut que vous développiez un tas de compétences que vous allez pouvoir transposer à droite, à gauche. Et ça, c'est vraiment le fondement. C'est le monde dans lequel vivaient nos parents n'est plus le même que celui d'aujourd'hui, encore moins que celui de nos grands-parents. Vous allez devoir vous adapter, être flexible. L'émergence de l'IA, tout ça, il faut choper les trucs en vol parce que sinon on va être à la traîne. Enfin, les étudiants vont être à la traîne et moi aussi d'ailleurs, hein. Donc il faut pouvoir s'adapter. Et nous, ce qu'on propose avec ces différents programmes-là, c'est vraiment d'être à même de pouvoir saisir les opportunités, les créer et être vraiment acteur de leur vie parce que c'est vraiment ça notre mantra à nous. Enfin, Alors, ouais, j'étais un petit peu coupé. Il restait deux modules, c'est ça? Deux entités? ouais. Donc en fait, il y a donc l'académie, le studio avec les grands groupes. On a aussi un véhicule d'investissement qui s'appelle le Makers Capital et donc du coup on investit dans les sociétés des étudiants et pas que qui font appel à nous pour pouvoir dynamiser des projets sociaux à impact qui sont disruptifs ou dans lesquels il y a de l'innovation. Donc ça nous tient aussi à cœur de pouvoir soutenir les startups souvent françaises majoritairement. Donc ça c'est le troisième point de l'écosystème et le dernier c'est donc la Makers Community. Donc là en fait on organise des voyages, des conférences, des workshops, des ateliers pour fédérer cet écosystème dans lequel il y a plus de 250 personnes. Donc ça demande du travail, ça demande de l'engagement. Et donc, on fédère tout ça autour d'une entité à part dans laquelle on fait plein d'activités super dynamiques, super sympas, des conférences top niveau. Donc voilà un peu pour les quatre activités de la Ouais. Makers Factory. Merci. Mais tu vois, c'est ce qui m'a donné envie, après qu'on se soit rencontrés un peu par hasard, de te recontacter. C'est les deux éléments clés dans ce que tu as partagé, que je crois, que je défends ici au micro de Trouver sa voie depuis 4 ans. C'est Mhm. l'action. C'est comment est-ce que l'action crée de la confiance, qui génère de l'action, qui crée de la confiance, qui génère plus d'action, etc. Et bon, ceux qui écoutent régulièrement le savent. Mhm. Et le deuxième, c'est le réseau. Et c'est aussi ton approche. Et d'ailleurs, Ouais. quand on regarde des entrepreneurs qui créent des boîtes de ouf, des licornes de malades, souvent quand même, c'est des gens qui étaient
je vais pas trop généraliser, mais bien souvent, qui étaient quand même dans des réseaux où ils ont été vachement aidés. Et donc tant mieux, enfin tant mieux pour eux. Et puis les autres, encore plus bravo. Mais on ne peut pas gérer sa carrière seul. On ne peut plus, ou on n'a jamais pu d'ailleurs, je pense, gérer sa carrière en solo derrière son PC. J'en suis vraiment Possible. convaincu, et toi aussi visiblement. Ouais, c'est impossible. C'est un point que tu soulèves qui est super intéressant et que je cherche à déconstruire dès mes premières rencontres avec soit des primo néo-entrepreneurs ou des étudiants. C'est le mythe de la super idée qu'on va te voler, le mythe de je reste dans mon garage comme Steve Jobs ou autre. Ça n'existe pas. Dans le monde, dans le vrai monde, ça n'existe pas. Les entreprises, les belles rencontres, les belles histoires se forment grâce à des mises en contact, grâce à des sorties de zone de confort, grâce à un tas de pratiques qu'on va pouvoir développer au quotidien, mais qui vont à l'encontre de se dire je vais rester dans mon coin parce que je me fais confiance à moi-même et je sais que j'ai raison. Si tu sais que tu as Hmm. raison, c'est que tu as 100% tort. Donc, va voir quelqu'un, demande-lui si tu as raison et majoritairement, il te dira que tu as tort. Et là, ça va te remettre en question. Mais si tu restes seul dans ta dynamique et ton auto, euh, dans ton auto-satisfaction, tu vas pas réussir à grand-chose, malheureusement. Ouais, et même sur la dimension d'opportunité, tu vois, j'ai l'impression on a un peu ce sentiment que les opportunités, c'est des sortes de trucs qui flottent comme ça dans l'air et puis on peut tomber dessus. Une opportunité, si on regarde derrière nous, tout ce qu'on a fait dans notre vie, toutes les opportunités qu'on a saisies, c'était Mmh, toujours associé à un être humain. complètement. Et donc les opportunités, ce sont des gens, en fait. Ouais, Et ouais, c'est bref, ça. au menu aujourd'hui, on avait du pratico-pratique pour le brief de cet épisode qui est comment est-ce qu'on peut développer cette dynamique quand on ne se sent pas à la base tout à fait affûté. Mmh. Donc, si ça te va, on peut essayer d'évoquer alors peut-être des conseils pratiques. Alors, on avait essayé de lister, il y aurait potentiellement des erreurs à ne pas faire, des croyances qu'on peut revisiter, par où Mmh. commencer. Bref, je te Ouais. laisse le champ libre. Bon, il va y avoir un méli-mélo de plein de conseils, erreurs qui émanent de mes erreurs personnelles, de mes conseils ou autres. Le premier conseil qui rebondit du coup sur ce dont on vient de parler, c'est évidemment de parler tout le temps à tout le monde de ce que tu as pour ambition de faire. Ça, c'est vraiment le credo numéro un que je, que je, que, que je peux donner comme conseil, c'est si tu as envie de faire quelque chose, le seul moyen de voir si tu as potentiellement raison, si tu vas dans le bon sens ou le mauvais sens, c'est d'aller te confronter à quelqu'un d'autre. Elon Musk l'a dit, c'est pas moi, donc je rends à César ce qui doit à César, c'est que le fléau des entrepreneurs, c'est d'être convaincu par ce qu'on se dit. En fait, moi maintenant dans ma vie, je suis plus convaincu de rien. C'est faux, hein, j'ai des convictions, mais dès que je pense que quelque chose est vrai, je vais demander à quelqu'un, est-ce que tu penses que ce que je pense est réel, est vrai? Et là, dans ces cas-là, je sais si j'ai raison ou j'ai tort. Enfin bref, avec un panel assez large. Mais en fait, je vais tout de suite me confronter au terrain et aux gens. Parce que sinon, c'est très facile de s'auto-persuader qu'on a raison. C'est la chose la plus simple au monde. Tu penses quelque chose, tu as raison. Fin de l'histoire. Et là, après, tu t'en embrigades dans une croyance qui est potentiellement fausse. Et ça, c'est l'erreur numéro une qu'on voit sur les entrepreneurs. C'est, ah bah, j'ai envie de monter un restaurant de crêpes à Rio. Peut-être qu'en fait, le marché brésilien n'est pas du tout fervent de ça, non? Donc du coup, il faut aller faire une crêpe chez un particulier pour voir s'il aime ça, deux crêpes, trois crêpes, et après ça valide. Mais si tu restes dans ta croyance personnelle, ça va pas marcher. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Ok. Euh, Attends, j'attrape ouais, ouais, une fois de plus ouais, la balle au vol. C'est exactement la même chose que sur du discernement. C'est drôle, j'avais pas fait le rapprochement avant. Mais quand on se demande si on doit changer de voie, par exemple, changer de secteur, changer de métier, changer les deux à la fois, ouais, il n'y a pas d'autre chemin possible que d'aller se confronter à l'activité de quelqu'un d'autre, sans parler de créer sa boîte ni rien. bien sûr. Mais c'est exactement la même méthode parce qu'on se fait des films et j'ai vu tellement de personnes changer radicalement de vie sans même avoir testé ou pris la peine d'échanger avec une personne qui fait ce qu'on va faire demain. Ça Ouais, représente des risques énormes, des risques en temps, des risques en argent, etc. Alors que ça peut être déminé en deux coups de fil, quoi, ou en deux ouais, cafés. ouais, complètement. Bah, moi, ça me rappelle une anecdote. J'ai un- une personne de mon réseau qui est venue me voir, qui m'a dit, Quentin, j'ai démissionné, je vais monter ma boîte. Je dis, bah alors là, je vous liste une autre erreur à faire. Évidemment, il faut jamais démissionner pour créer sa boîte.
il faut commencer à développer sa boîte, ce petit projet en side project, ce que tu as dit, Alban, en préambule, donc un projet à côté. Et puis, si jamais on se rend compte qu'on est plus galvanisé par cette aventure entrepreneuriale de côté, bon, bah peut-être qu'il sera le moment ce sera le moment de quitter son job. Mais il faut jamais quitter son job pour créer sa boîte, à moins qu'on ait tout de suite des preuves de marché très importantes. Mais généralement, c'est pas le cas. Donc, il a démissionné. Il a voulu créer sa boîte, ça a pas marché. En fait, il est revenu dans la même boîte, mais à un autre poste. Et aujourd'hui, il est ultra épanoui. Donc, en fait, il avait juste à parler peut-être à son N+1, à lui dire, voilà, aujourd'hui, je me sens pas forcément très bien dans mon environnement de travail. Peut-être que le N+1, s'il fait bien son travail, il aura perçu ça. Et donc, du coup, il l'aurait recasé dans un autre poste. Mais voilà, il s'est pas confronté. Il était dans sa croyance personnelle de dire, je suis pas bien, je vais créer une boîte. Bon, bah, ça, c'est évidemment une erreur. Ça amène une réflexion, c'est la temporalité. C'est un sujet que je traite souvent aussi sur ce podcast. C'est Ouais, grosso modo trouver sa prochaine étape pro, enfin, entériner un changement, c'est-à-dire vraiment démarrer un switch de carrière, c'est plutôt 3 ans que 3 mois. Et ouais, j'entends la même chose sur les entreprises. Est-ce que ça tient la route? Le fait de dire que ça va dans le sens de ne pas lâcher ce qu'on a tout de suite. Parce qu'en fait, le temps d'amorcer la pompe, de valider une idée, de trouver ses premiers clients, de tester, de déposer les statuts ou son siret d'auto-entreprise, de faire son premier chiffre et tout, en vrai, c'est plutôt 3 ans que 3 mois, quoi. Au fond, si on est ouais. réaliste. Bah alors là, pour le coup, on va pas être aligné. Yes. Moi, pour le coup, dans ma dynamique entrepreneuriale, je mets vraiment l'accent sur le fait qu'il faille aller vite, très vite, être dans l'action concrète très rapidement. Donc en fait, euh, bon, j'ai commencé moi certains business sans siret ou autre parce que il faut démarrer, il faut se lancer, faut se jeter dans le grand bain et après tu gères tout ça. Mais il faut être dans l'action parce que si tu attends d'avoir un siret, des statuts, un comptable, déposer les documents au greffe, etc., tu perds du temps, tu perds cette dynamique et en fait c'est désincitatif. Franchement, la bureaucratie française a été vraiment ultra simplifiée, c'est bien mieux qu'avant, mais c'est encore ultra chronophage. Donc euh, plutôt que de privilégier une charte graphique, un beau logo, etc., etc., allons directement sur le marché, parler à ses clients, parler de son idée à des gens avant même d'avoir des clients, parler de ce que tu veux potentiellement faire et après se lancer dans tout ce qui est bureaucratie. Mais moi, je suis vraiment dans un process de concret, d'opérationnel, et je dis à mes étudiants, aux entrepreneurs que j'accompagne, euh, il faut y aller. Il faut y aller très rapidement. Ouais, je précise un peu ma pensée. C'est Ok. dans une optique d'être proactif et de faire Ouais. tout ce que tu dis. J'ai le sentiment qu'avant que ça marche, ça prend 3 ans, en gros. Ah, que ça marche, l'entreprise, tu parles? Avant que ça génère du cash, tout simplement, et que tu puisses avoir une sorte de notoriété ou de base. Enfin, tu vois, que le temps de monter le truc, la mayonnaise, ça demande du temps. Mais Évidemment, ça demande du temps. Évidemment, tu vas faire des erreurs. Évidemment, tu vas te prendre des portes en plein visage ou autre. Mais si dans ta dynamique, au moment de commencer, tu te dis ça va payer dans 3 ans, je pense que t'es pas dans le vrai et il faut raccourcir au maximum ce temps-là parce que travailler 3 ans sans générer du cash, moi, en tout cas, je suis pas capable de le faire. hmm, Je pense que la courbe de temps cash, je peux pas la dessiner là, mais elle est très importante. on Au la voit plus, pour ceux qui voilà, sont. voilà, très bien. Au plus le temps passe et au moins tu génères du chiffre d'affaires, au plus la courbe de motivation descend. Hmm. C'est le cycle d'une startup généralement, hein. C'est 3 ans parce que bon, au bout de 3 ans, t'as pas généré de cash, donc tu te rends compte que tu peux pas vivre. À un moment, il y a besoin de nourrir toi, potentiellement ta femme et tes enfants. Donc, bah, il faut être à tout prix dans cette dynamique-là de valoriser ton travail par du chiffre d'affaires, qui est un indicateur dans notre monde capitaliste, si je peux dire, hein. Donc, voilà. Ok, Moi, je suis obnubilé par ça. 3 ans, moi, je trouve ça beaucoup trop long. ok, Je serais plutôt super sur 3 mois, intéressant. pour tout te dire. Ok, bah super intéressant. Donc, j'en conclus que un conseil, c'est de viser directement ton premier client et ton premier euro de chiffre, quoi. Complètement, complètement, directement. Et il faut que ce soit très rapide et il faut que ce soit avant même d'avoir un site internet, une charte graphique, un logo, tout ça. C'est vraiment secondaire dans notre dynamique entrepreneuriale en tout cas. C'est marrant d'ailleurs, ça me rappelle quand moi j'ai créé mon auto-entreprise pour me lancer dans le coaching. Ouais, Eh bien, je m'étais pris la tête à fond sur le siret, à quelle date tu le fais, etc. Donc, j'ai passé des semaines à réfléchir à ça. Et à un moment, j'ai d'accord. fini par appeler l'URSSAF et ils m'ont dit non, mais attendez, mais commencez à bosser, faites votre truc et puis vous rattraperez après, vous en faites pas, quoi. Ah, J'étais assez l'administration, surpris. t'as dit ça? Ouais, ouais, alors je veux pas que tout le monde, je sais pas Incroyable. si c'est un bon conseil, mais en tout cas, j'étais très surpris de leur réponse. Mais bref. Bah écoute, je vais dans le sens de ce conseil-là.
100%. Est-ce que tu as d'autres retours d'expérience, des croyances, des erreurs, des conseils, des par où commencer aussi? Ouais, bah alors par où commencer, ça va reprendre ce dont on vient parler, ce dont on vient de parler. Je pense qu'il faut être dans un juste équilibre entre vouloir aller très vite et prendre son temps. C'est pas enfin c'est très compliqué. Il faut prioriser les les tâches au quotidien qui ont de la valeur pour ton potentiel projet. Donc si c'est créer une boîte, si c'est réfléchir à comment peut-être développer quelque chose de différent, il faut vraiment hiérarchiser parce que encore une fois, si on reprend les exemples du SIRET, du logo ou autre, je pense pas que c'est quelque chose qui va pouvoir te motiver à continuer d'avancer si jamais tu n'as pas de premier client, par exemple. Tandis que avec dans notre dynamique à nous, le fait d'avoir un client, tu es rétribué à la valeur que tu lui as apportée, et donc ça te conforte toi-même dans le fait que les efforts que tu mets dans ce développement d'entreprise ou même de projet en side, t'es dans le vrai. Et donc ça valorise vraiment. Donc moi je dirais de tout de suite aller parler de ce projet-là au plus de monde possible. Moi pendant 1 an et demi, je me suis fixé une règle. C'est mon directeur de master qui m'avait donné cette règle-là. C'est de rencontrer et de parler à une nouvelle personne par jour. C'est très dur. C'est très euh, c'est très inconfortable comme situation pour quelqu'un qui peut être un peu introverti comme moi de base. Mais en fait, le fait de faire ça génère des opportunités de manière très simple. Et quelque chose qui est très compliqué au début, en fait, devient assez standard à la fin. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, parler avec de nouvelles personnes, c'est pas encore quelque chose de très instinctif, facile ou autre, mais je perçois la valeur que ces rencontres peuvent avoir. De temps en temps, ça n'a aucune valeur. De temps en temps, ça a des valeurs incroyables. Et de temps en temps, ça a des valeurs même hors business. Tu vois, je peux rencontrer des super amis, je peux rencontrer des personnes qui vont m'apporter plein de choses différentes du business, mais le fait de se donner cette dynamique-là, de rencontrer et de parler à une personne par jour, moi, ça m'a apporté énormément. Donc ça, c'est un tips que je peux vous donner. C'est un tips très dur à respecter, je vous préviens. Et moi, je l'ai fait pendant 1 an et demi et aujourd'hui, j'ai arrêté parce que ça me prenait trop d'énergie. Mais Mais ça ouais, m'a apporté énormément. rien qu'une par semaine, c'est déjà énorme. Concrètement, tu t'y prends comment toi pour Ah pousser bah les alors, portes? ouais, bah sur cet exemple-là, je vais te donner un exemple très concret. Hein. Une fois à 22 heures, je me suis rendu compte que j'avais rencontré personne. Bon, en fait, j'ai tourné autour de mon pâté de maison. J'ai vu qu'à un moment, il y avait une personne qui était assise ou qui avait l'air de pas faire grand-chose. Bah, en fait, j'ai juste engagé la discussion en lui disant, bon, bah, c'est marrant, qu'est-ce que tu fais là à 22 heures tout seul? Bon, en l'occurrence, ça m'a pas apporté énormément, mais j'étais encore dans cette dynamique-là. Donc, en fait, au départ, évidemment, tu as l'impression de déranger les gens. Évidemment, il y a des personnes qui vont t'envoyer bouler, mais le fait de continuer d'avoir cette rigueur-là et de le faire tous les jours, ça m'a apporté énormément. Donc, il n'y a pas de, de bonne méthode. La bonne méthode, c'est celle que tu vas pouvoir actionner toi. Donc moi, je sais que je passe beaucoup par l'humour. Donc souvent, j'essaie d'avoir une petite approche un peu sympa. Hein. Je suis pas toujours le plus drôle du monde, mais j'essaye en tout cas. Mais en tout cas, moi, ça passe par ça parce que je sais que c'est une de mes forces, par exemple. Mais toi, peut-être que ça peut être le sens du détail. Tu vas remarquer un truc sur le t-shirt que vous allez partager un centre d'intérêt commun ou autre. Mais il faut toujours essayer de trouver quelque chose par rapport à ta sensibilité, à tes compétences à toi. Ça, c'est super important. Et ça passe par un titre, enfin que je ressors d'un de mes livres préférés qui s'appelle L'élément de Ben Robinson ou Ken Robinson, je crois. C'est en fait une croyance très profonde, c'est trouver son élément à soi. Et l'élément, c'est le point de concordance entre ce que tu adores faire et ce dans quoi tu es bon. Et quand tu as trouvé ça, bah en fait, tu sais exactement quel positionnement prendre avec quelle personne, etc. Tu vois. Et ça, c'est super important pour moi. Merci, merci pour tous ces conseils. Tu fais une différence entre quelqu'un qui veut monter sa boîte, au sens une SARL, une SAS, qui a un projet, on va dire Ouais, entrepreneurial au sens traditionnel du terme, et quelqu'un ouais. qui veut juste gagner de l'argent par ses propres moyens. Pas du tout, zéro différence. Les deux sont même totalement liés pour moi. C'est que ce soit une SAS, une SARL, une holding ou autre, et juste une micro-entreprise, si je puis dire, ou dans laquelle tu t'épanouis pleinement et dans laquelle bah, tu arrives à générer du chiffre d'affaires qui te permet de subsister à tes besoins. Il y a pas de, enfin les deux cas sont exactement identiques pour moi et il n'y a pas besoin d'avoir une vision de projet à échelle mondiale ou quelque chose qui va révolutionner le monde pour pouvoir être pleinement épanoui au quotidien. Tu vois, moi, j'ai des grandes ambitions pour la Makers Factory, mais j'ai aussi développé des projets à une échelle un petit peu plus locale, standard. Mais en fait, mon épanouissement était le même à chaque fois.
C'est juste que il faut être en adéquation, faut être en phase avec ce pourquoi tu te lèves chaque matin. Et une fois que tu as trouvé cette adéquation, le monde et la dynamique de l'entrepreneuriat en fait est une source d'inspiration énorme parce que tu as un côté de liberté mentale, d'action qui est ultra fort et qui génère du coup cette dynamique, la créativité, la volonté d'aller voir des nouvelles personnes, de rencontrer des nouvelles personnes et de créer des choses, tout simplement d'être dans la dynamique d'entreprendre. Je reviens sur un point que tu mentionnais, le premier euro de chiffre d'affaires. J'ai l'impression qu'il y a une Ouais. sorte d'icebreaker là-dedans, enfin pas d'icebreaker, mais de passage de 0 à 1, quoi, avec Mhm. la première fois que tu as réussi à vendre quelque chose par toi-même, pour Ouais. toi-même. Et ça, c'est vachement dur. Moi, je sais pas, j'ai toujours l'image de s'entraîner à ça. Moi, par exemple, j'avais horreur de ça, j'ai toujours horreur de ça. Je suis très mauvais vendeur. D'accord. Mais tu vois, c'est pour ça que mon premier boulot, j'ai pris un boulot de commercial pour apprendre un peu, Ah, pour me dépuceler, entre guillemets, du sujet. Et tu vois, je me dis, est-ce que ça peut être une bonne idée, à la limite, de vendre un truc sur le bon coin, de prendre l'habitude, en fait, de toucher de l'argent avec ses mains, quoi, en disant, ben, c'est pas, on en a besoin du chiffre, on en a besoin de l'argent pour vivre. Comment se familiariser avec l'argent, en gros? c'est un point qui mériterait d'être débattu pendant des heures et des heures, le C'est rapport clair, il nous à reste en plus 3 minutes. le rapport à l'argent, en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut le dédiaboliser parce qu'en fait c'est juste un indicateur de la valeur que vous allez apporter à quelqu'un. Cette valeur-là, c'est vous qui la définissez et c'est surtout la valeur que vous apportez à la personne qui est définie par de l'argent. C'est pas sale, ça n'a rien de mauvais. C'est juste que si j'ai mal aux pieds et que tu m'offres une solution pour plus avoir mal aux pieds, bah en fait il faut que cette solution-là elle soit rétribuée. Donc évidemment depuis toujours, moi j'ai toujours vendu des trucs à droite à gauche. J'ai toujours géré des budgets pour des voyages, pour des choses dans mon quotidien. Et du coup, l'argent pour moi aujourd'hui n'est même pas un facteur de motivation ou autre, parce que c'est juste un indicateur de la valeur que tu apportes. Et par exemple, avec la Maker, je sais qu'on apporte des valeurs très très importantes à plein de monde, à plein de parties prenantes, que ce soit des étudiants, des entreprises, des startups ou autres. Et donc, du coup, bah oui, il y a des transactions monétaires, mais ça n'a rien de sale, ça n'a rien de honteux. Il faut vouloir gagner ce premier euro, comme tu l'as dit. Il faut vouloir en gagner deux autres, trois autres, jusqu'à un certain point dans lequel tu te sens heureux. Mais il faut évidemment, comme tu l'as dit, euh, appréhender ce process de vente assez rapidement parce que une dynamique entrepreneuriale ne va pas avec le fait de ne pas vendre un produit. Il y a quelques exceptions de fait dans l'économie sociale et solidaire, mais dans tous les cas, on vend quand même quelque chose. Même dans des Mmh. organisations à but non lucratif, il y a toujours quelque chose à vendre. Donc, dédiaboliser ce côté-là. Et c'est le côté français avec les mauvais vendeurs ou autres. On n'aime pas les mauvais vendeurs. Mais un bon vendeur, généralement, c'est quelqu'un qui apporte de la valeur à quelqu'un qui en a besoin. Et donc, du coup, il y a rien de sale à ça. Au contraire, ouais. Exactement. Avant qu'on conclue cet épisode, est-ce qu'il y a un point, un conseil ou un élément dont tu aurais aimé parler et on n'a pas eu le temps de le faire? Waouh. Tu te sens pas obligé, hein, c'est juste pour être sûr que Non, non, je pense juste que moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que si jamais il y a des choses qui vous tracassent, qui vous animent, qui vous font réfléchir dans votre chemin de vie, dans vos destinées, dans vos réflexions, il faut y réfléchir, mais il faut confronter ces réflexions rapidement au terrain, au concret, et vous aurez vos réponses. C'est ni plus ni moins c'est aussi aussi facile simple que que ça. ça, quoi, ouais. Ce qui est dur, c'est Exactement. de dépasser notre timidité, notre ego, et cetera, quoi. Exactement. Bah, c'était ce qu'on avait prévu comme call to action pour finir cet épisode, de dire qu'est-ce que concrètement on peut faire après avoir écouté là sur Spotify ou peu importe cette interview. Quel défi tu nous lances pour faire un pas de plus vers une dynamique entrepreneuriale? Waouh, quel défi. Alors j'en aurais beaucoup, mais en fait le défi que j'ai voulu lancer ce soir, aujourd'hui, là, sur cette fin de journée, donc là il est 14h13. Si jamais vous avez quelque chose que vous pensez être vrai dans votre esprit, mais dont vous n'êtes pas sûr et que vous avez peut-être un petit point d'interrogation, peut-être un tout petit point d'interrogation sur cette croyance-là, que ce soit un projet, que ce soit une conviction ou autre, avant ce soir, 23h ou l'heure à laquelle vous allez vous coucher,
parlez-en à quelqu'un, que ce soit dans votre entourage ou un parfait inconnu, et ça va forcément vous apporter un élément de réponse et une piste de réponse à cette pensée que vous avez dans votre esprit. Excellent. Allez vous confronter à ça, vous verrez, c'est génial. On garde ce point et ça va être à mon tour de challenger ce que tu dis. Très bien. Moi, je mène un bémol qui est choisissez à qui vous en parlez quand même, parce que les gens vous renvoient ce qu'ils sont capables de vous renvoyer. Donc, quelqu'un qui a toujours vécu sa vie avec une frustration, qui n'a jamais osé se lancer, bah, si tu lui dis que tu veux te lancer, il va te donner comme réponse ce que lui, il a vécu et ça va te Ouais. démoraliser. C'est intéressant, ouais, t'as raison. Donc, choisissons à qui on partage notre intimité et nos ambitions. Tout le monde ne le mérite pas, ou en tout cas, tout le monde ne peut pas être aidant à un instant T, je crois. Ouais, exactement, on est d'accord, t'as bien raison. Mais bah écoute Quentin, merci infiniment, c'était super intéressant. Trop bien. Plein de succès pour la suite pour toi. Merci beaucoup, merci Alban de l'invitation. J'espère que les auditeurs sauront se confronter au terrain avant ce soir 23h. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et pour tout ce que tu fais. Félicitations aussi à toi aussi. Bah, peut-être qu'ils nous diront en commentaire, tiens, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Trop bien. J'y crois pas trop parce qu'il y a quand même pas autant de feedback que je le voudrais, mais en tout cas, si vous Ouais. entendez ça, n'hésitez pas à nous écrire. Trop bien. Je suis curieux de savoir s'ils ont raison ou pas. Écoute, merci Quentin. On raccroche. Et puis, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, à la semaine prochaine. Salut, au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.